Bonsoir à tous. Nous allons commencer. La séance est ouverte. Donc, je propose de nommer Thierry Coll comme secrétaire de séance. Est-ce que vous y voyez une objection? Non. Donc, M. Coll Thierry est nommé secrétaire. Donc, on donnait pouvoir Daniel Large à moi-même, Sandrine Décloquement à Chloé Anduza, Dominique Larère à Marie-Christine Callan et Xavier Fortinon à moi-même. On est dans le cadre encore de la crise sanitaire et je vous le rappelle, on a droit à 2 pouvoirs par personne et pour qu'il y ait le quorum atteint, il faut qu'il y ait 1/3 des membres du Conseil. Voilà. C'est encore jusqu'au mois de juillet en application. Donc, avant de passer à l'ordre du jour, et compte tenu de la situation actuelle, donc je voudrais aborder la terrifiante offensive militaire sur l'Ukraine. Nous vivons des heures sombres. M. Poutine a refusé la voie diplomatique et décidé de rentrer en guerre contre l'Ukraine. La guerre est désormais aux portes de l'Europe et le risque d'un conflit généralisé est immense. Comme l'a précisé notre président de la République, ce conflit peut entraîner des conséquences durables sur notre histoire. Je ne peux que penser au peuple ukrainien, dont le seul crime est de vouloir vivre libre, vivre en démocratie. Je pense à ces femmes, hommes et enfants qui vont perdre leur vie, un être cher, dans cette guerre que rien ne justifie, si ce n'est la folie d'un président. J'en appelle à ce que notre président de la République mette tout en œuvre pour faire cesser ce conflit au plus vite, avant une escalade qui pourrait être dramatique. J'en viens à l'ordre du jour, donc qui, par rapport au contexte actuel, on ne va pas dire qu'il n'est pas important, parce qu'il est important pour notre collectivité. Donc, par rapport au compte rendu du conseil municipal, est-ce que vous avez des questions, des remarques à faire? Arnaud? Bonsoir. Une remarque, non pas sur le fond, mais sur la forme. Nous avons constaté que sur le compte rendu, ce qui d'ailleurs se fait très certainement habituellement, certains élus qui ont pris la parole ont donné leur texte. Et ce texte-là, que pour celui qui prenne la parole soit marqué en gras ou en plus gros, enfin lettré, etc., c'est pas dérangeant, ça lui permet certainement de bien s'exprimer. Mais on voulait savoir s'il n'était pas possible tout de même que dans la retranscription, dans le compte-rendu dans le procès-verbal, que sa retranscription soit faite sans les éléments en gras, ou bien grossis, avec des titres, parce qu'effectivement, dans la lecture, on estime que ce n'est pas très équitable, ou du moins ça porte une nuance qui n'a pas lieu d'être, selon nous, dans le procès-verbal. Donc, si c'est accepté, on votera le compte-rendu, sinon on s'abstiendra. Voilà. Je pense que c'est juste une facilité pour la personne qui retranscrit et quand on lui donne les textes qui sont déjà tapés sur informatique, voilà. Donc ça sera mis sans souligner, sans mise en gras, voilà, il n'y a pas de souci. Donc je vous propose de passer au vote qui est pour adopter ce compte rendu. Donc vote à l'unanimité, merci. Donc, avez-vous des questions par rapport aux décisions qui ont été prises entre les deux conseils? C'est qui parle? Oui, c'est Michel, excusez-moi. D'accord. Oui, monsieur le maire, je n'ai pas pu venir à la réunion de préparation du conseil municipal, donc j'avais une question par rapport à la dernière décision que vous avez prise sur
décision par délégation par rapport au cabinet d'avocats. Je ne sais pas à quoi ça consiste. Pouvez-vous m'éclairer? Alors oui, c'est comme je l'avais dit lors du dernier conseil, compte tenu des fragilités juridiques qui étaient mentionnées dans le rapport par le magistrat. Donc fragilité, point de vue administratif, qui correspond au tribunal administratif, mais aussi il peut y avoir des choses qui relèvent plutôt du pénal. Donc on a, comme je l'avais dit, pris la tâche d'un cabinet d'avocats qui a à peu près toutes ses compétences sur le droit public, donc soit l'urbanisme, les contrats, le droit public, les marchés publics, la gestion du personnel, et aussi il y a le volet pénal aussi dedans. Donc comme je l'avais dit lors de la dernière séance, c'est que je ferai appel à un cabinet d'avocats pour défendre l'intérêt des mimisanés, s'il y a besoin de défendre l'intérêt des mimisanés. Voilà. D'autres questions? Non? Oui, Katia? Excusez-moi. J'aurais juste une question à poser par rapport à la maison de l'Oustales, la 2209. Je voudrais savoir si la commission sécurité est passée dans ce bâtiment, parce que depuis 2015, ça n'a pas été fait. Et si c'est le cas, ce bâtiment devient ERP, donc, et le 38e bâtiment qui appartient à la commune, ERP de catégorie 5 de type L. Voilà. Donc, il doit y avoir un diagnostic de l'ADAP. Je voulais savoir où c'est que ça en est avant de lancer cette procédure. Oui, quelques éléments. Donc, c'est vrai qu'on a été sollicité par l'association Loustalet pour pouvoir à nouveau utiliser ce bâtiment qu'ils avaient utilisé pendant quelques mois. Il est bien entendu que c'est à l'usage exclusif des membres de l'association, qui ne sont pas très nombreux, donc ils peuvent s'y réunir entre eux. Donc c'est dans un cercle dit privé. Après, par rapport à une commission de sécurité, non, à ce jour, elle n'est pas passée, mais il est prévu, moi, que j'aille voir le bâtiment. J'ai déjà été le voir pour m'assurer qu'il n'était pas en mauvais état, qu'il n'y avait pas de problème structurel, mais je pense que je ferai passer avec moi donc Florian Delage pour qu'on s'assure qu'il n'y a pas de problème lié à la sécurité. Voilà. Pardon ? Voilà, avec Véronique Relouza sera informée aussi, mais je rappelle bien que je ne pense pas que ça puisse être qualifié de RP dans la mesure où c'est réservé aux membres de l'association, qui du coup pourront apporter un entretien de ce bâtiment, qui malheureusement, sinon, n'aurait pas suivi d'entretien qui permettra de le maintenir, on l'espère, en bon état. Je peux rajouter ? Oui, j'ai bien vu ton article sur Sud-Ouest, mais il parle de faire une manifestation tous les ans au mois de mai. Donc, s'il y a une manifestation tous les ans là-bas au mois de mai, ça rentre dans le RP et c'est obligatoire, même par rapport à l'accès. Si manifestation il y a, elle sera sur le site et probablement pas dans le local qui ne peut contenir qu'une dizaine de personnes. Donc voilà, je pense que la forêt communale de Mimizan n'est pas qualifiée de RP. Je veux dire que voilà, ça sera en extérieur s'il y a quelque chose. Je veux dire, c'est dommage parce qu'après, on va parler du label tourisme handicap et ça serait bien quand même que les personnes handicapées puissent avoir accès même dans la maison et le terrain. Oui, mais là, comme l'a expliqué Yvan, c'est juste l'usage de l'association pour l'instant. Donc, et s'il y a une manifestation, on ne s'est pas dit qu'elle se ferait là, ou si elle se fait là, elle se fera à l'extérieur et pas dans le local, quoi. Voilà. Oui, pour reprendre le relais, Katia, derrière Yvan et Monsieur le maire, la commission de sécurité, elle doit aussi comporter... il n'y a pas d'énergie dans ce bâtiment. Donc la commission de sécurité, elle vise déjà les endroits où il y a des énergies à protéger, telles que l'électricité, tout ce qui peut être protection contre l'incendie, bien évidemment, et locaux à sommeil. Là, c'est loin d'être le cas. Donc je pense que ce sera un local... comme disait Yvan, limité à une dizaine de personnes. Déjà, il faudrait qu'il y en ait au moins 19 pour que ce soit classé ERP. Et ensuite, il y aura sûrement une déclaration sur le volet assurantiel du bâtiment.
qui est prévu dans la convention qui est passée avec l'association. C'est moi. Il est marqué dans l'article que ça sera réhabilité par l'association. Donc, moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que ce soit des membres de l'association qui fassent... pour moi, ça veut dire ça, que ce soit les membres de l'association qui vont faire les travaux dans ce local qui appartient à la commune. Il n'y a pas de travaux à faire, ils vont simplement le maintenir en bon état d'entretien de propreté. Après, les abords, c'est soit entretenu par le service environnement, soit par les agriculteurs qui sont sur le secteur, mais il n'est pas prévu d'y faire des travaux de réhabilitation qui n'est pas nécessaire. Pour l'usage qui en est prévu, c'est un local dans lequel ils pourront se réunir, mais il n'y a pas de nécessité de travaux de réhabilitation dans un sens strict du terme. Alors, pour finir, Katia, je vois que tu fais attention aux bâtiments avec le problème d'accessibilité. Je pense qu'on a beaucoup de bâtiments en retard, justement, sur là-dessus. Et je pense que si on s'y était penché un peu avant sur d'autres bâtiments... Voilà, donc là, la discussion, je reviens sur le Loustalet, c'est vraiment pour l'association qui viennent... dans le cadre de leur association, mais il n'y a pas de personne extérieure qui va rentrer dans ce bâtiment et c'est pour leur propre activité. Donc je pense que c'est bon. Est-ce que vous avez d'autres questions sur d'autres décisions? Parce que je pense qu'il y a des choses bien plus importantes. C'est bon, donc on va passer à l'ordre du jour, à l'administration générale. Donc le point 1, qui est l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public. Donc c'est l'aire de camping-car. Et je laisse la parole à Daniel Pujos. Merci, Monsieur le maire. Donc la société Camping Car Park a adressé à la collectivité le 2 février dernier une manifestation d'intérêt spontané pour la gestion de l'aire des véhicules de loisirs située route des Plages Perdues à Mimizan. Elle propose ainsi d'occuper à titre temporaire la parcelle accueillant l'aire actuelle pour en assurer la gestion sur une période de 6 à 10 ans. L'offre de services proposée permettrait d'assurer un accueil de qualité 365 jours par an. La collectivité percevrait, au titre de l'occupation de son domaine public, une redevance annuelle composée d'une part fixe et d'une part variable, pouvant représenter jusqu'aux 2/3 des recettes perçues. L'article L2122-1-4 du Code général de la propriété des personnes publiques prévoit qu'en cas de présentation d'une manifestation d'intérêt spontané, l'autorité compétente, préalablement à la délivrance du titre d'occupation du domaine public, doit assurer, par une publicité suffisante, de l'absence de toute autre manifestation d'intérêt concurrente. Le conseil municipal étant cette autorité compétente, il lui revient de définir les modalités de cette publicité préalable. Cette dernière consisterait dans la publication sur le site internet de la commune ainsi que sur un affichage en mairie du 28 février au 11 mars prochain, d'un avis comprenant les informations suivantes: la localisation de l'occupation, la durée de l'occupation qui serait de 7 ans, la composition de la redevance annuelle dont le montant reste à la libre discrétion du porteur du projet concurrent. Dans l'hypothèse où d'autres porteurs de projets se manifesteraient à la suite de la publication de cet avis, une procédure de sélection préalable à la délivrance d'une autorisation d'occupation du domaine public serait organisée en application de l'article L2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques. Le cas échéant, le candidat sera invité à fournir un dossier composé des éléments demandés dans le cahier des charges de la procédure de sélection préalable. Ce cahier des charges sera transmis aux candidats qui se seront manifestés. Le dossier de candidature devra être envoyé dans les délais et à l'adresse indiquée par le cahier des charges. Dans l'hypothèse où aucun autre porteur ne se manifesterait, la commune pourra délivrer, au terme de la publicité, à la société Camping Car Park une autorisation d'occupation du domaine public relative à la parcelle d'assiette de l'aire de camping-car, située route des Plages Perdues, pour une durée de 7 ans.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il est demandé au conseil municipal d'approuver les modalités de publicité préalable à la délivrance d'une autorisation d'occupation du domaine public suite à une manifestation d'intérêt spontané et d'autoriser Monsieur le maire à mettre en place et suivre cette procédure et à signer le titre d'occupation ainsi que l'ensemble des documents afférents à ce dossier. Merci Daniel. Est-ce qu'il y a des questions par rapport? Non. Donc là, j'ai quand même quelques chiffres à vous donner sur l'air. Donc l'air, en 2021, on a eu une recette de 141 000 €. Je vous fais grâce des centimes. Sachant qu'avant qu'elle soit déplacée, en 2014, 2015, 2016, on avait une moyenne de 172 000 €. Sachant que sur cette aire, on a les pires difficultés, enfin, les agents, sur l'accessibilité. On a beaucoup de problèmes et donc de sortie des agents. C'est la police municipale qui doit aller sur site à cause des barrières qui ne se lèvent pas ou les cartes qui ne fonctionnent pas d'accès. Donc, ce sera peut-être l'occasion d'avoir un meilleur fonctionnement sur cette aire. Donc, en 2021, il y a eu plus de 300 interventions d'agents. 300, c'est quasiment une par jour. Et là, on est déjà, en 2022, à 41 interventions sur site. Voilà. Oui, je confirme ce que dit Monsieur le maire, puisque le contrat de maintenance qui était existant est arrivé à son terme. Et effectivement, c'était assez léger, puisque l'entreprise était située dans la région parisienne, ne venait qu'une fois par an. Et le reste du temps, il fallait que ce soit les agents qui se forment aux réparations éventuelles. Donc, c'était assez compliqué. Et le nouveau système donc, permettra d'avoir une lecture de cartes parce que les gens pourront être abonnés. Et c'est sur les voies passantes que les entrées-sorties seront enregistrées et seront donc facturées. Et donc, on n'aura plus ces problèmes de lever et de baisser les barrières, qui étaient quand même un problème mécanique qui procurait pas mal de soucis. Qui plus est, les gens pourront réserver leur place avant d'arriver, parce qu'ils auront une lecture des places libres qu'il y aura sur le parc. Ils pourront donc la réserver avant d'arriver. Ensuite, il y aura un lien très étroit avec tous les trésors qu'on a sur notre territoire, puisqu'il y aura un lien avec l'Office de tourisme pour connaître tout ce qu'il y a de bien sur notre région, pour que ces gens-là soient au courant de ce qu'il y a. Et en plus, si on a la volonté de bien les accueillir, je pense qu'ils auront le souci peut-être de revenir. Je rajouterai que c'est donc des propositions. Maintenant, ces sociétés-là, ils sont dans des réseaux. Donc, ils savent où sont les aires de camping-car, les fréquentations, ou ce qu'il y a à faire, comme tu l'as dit, parce qu'ils sont en relation avec les sites des offices de tourisme, notamment. Donc voilà, ça peut être un plus. Donc on va voir ce qu'ils vont proposer. Si vous décidez d'autoriser, d'approuver les modalités de publicité de cette autorisation d'occupation du domaine public. Pas d'autres interventions. Donc je vous propose de passer au vote. Donc qui est pour autoriser les modalités de publicité. Vote à l'unanimité, merci. Donc deuxième autorisation d'occupation. Et là, c'est pour les manèges, la fête foraine. Toujours Daniel. Merci, Monsieur le maire. Donc, la commune de Mimizan souhaite accueillir pendant la saison estivale une fête foraine, afin de dynamiser la station balnéaire en proposant des divertissements variés à la population locale et touristique. À cette fin, elle met à disposition des emplacements nus sur un terrain situé allée de Ségosa et la voie attenante pour une surface de 2300 m², partie gravillonnée et voie d'accès bordant l'espace vert central au-devant des arènes municipales. Afin de pouvoir délivrer le titre d'occupation temporaire du domaine public permettant l'exercice d'une activité économique, la collectivité doit publier un avis de publicité préalable en application avec l'article L. 2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques qui impose pour toute exploitation économique du domaine public
une procédure de sélection préalable. Il est précisé que lorsque l'occupation ou l'utilisation autorisée est de courte durée, l'autorité compétente n'est tenue que de procéder à une publicité préalable à la délivrance du titre, de nature à permettre la manifestation d'un intérêt pertinent et à informer les candidats potentiels sur les conditions générales d'attribution. Aussi, il est proposé pour cette saison de lancer cette procédure de publicité en précisant les éléments suivants. L'activité autorisée devra impérativement répondre aux caractéristiques d'un manège forain ou d'un stand de distraction ou d'un équipement de restauration mobile foraine. La dimension autorisée pour les manèges peut être limitée en fonction de la topographie, du tonnage des manèges et du nombre d'émeutiers. La durée de l'occupation projetée est calée du 1er juillet au 29 août 2022. Le montant de la redevance d'occupation est fixé pour un montant minimum de 2 500 € pour l'ensemble des emplacements, ainsi qu'une base de vie mise à disposition pour les hébergements des forains sur une parcelle de la zone d'activité pendant la durée de l'occupation consentie. Les porteurs de projets pourront proposer un montant supérieur. Les modalités de présentation des dossiers sont définies comme suit. Tout porteur d'un projet intéressé par l'occupation de l'emplacement identifié pourra adresser sa proposition jusqu'au 18 mars 2022. Le dossier de candidature devra comprendre la demande d'installation avec la description des métiers et attractions proposées, étant entendu que la collectivité délivrera le titre d'occupation à une seule entité regroupant l'ensemble des métiers demandés. Un extrait CABIS de l'extrait d'immatriculation secondaire au registre du commerce et des sociétés devra être de moins de 3 mois. Une attestation d'assurance responsabilité civile de l'année en cours. Une copie certifiée des certificats conformes de tous les métiers en cours de validité établis par un organisme agréé. Les dossiers de candidature seront examinés en tenant compte des critères suivants. Respect des normes de sécurité en vigueur, vigilance relative aux nuisances sonores, originalité et diversité des attractions proposées, esthétique générale des attractions et manèges proposés, notamment la taille et l'intégration dans l'environnement, la politique tarifaire proposée au public et le montant de la redevance proposée. Au vu de ces éléments, il est demandé au conseil municipal d'approuver les modalités de publicité préalable à la délivrance d'une autorisation d'occupation du domaine public permettant l'exercice d'une activité économique et d'autoriser Monsieur le maire à mettre en place cette procédure et à en assurer toutes les étapes et à signer le titre d'occupation ainsi que l'ensemble des documents afférents à ce dossier. Merci Daniel. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce sujet? Non? Donc, on va passer au vote. Donc, qui est pour autorisation? Très bien. J'aurais voulu poser une question. Ah, une question. Tu ne m'as pas regardé. Tu as tourné là-bas, tu n'as pas regardé ce que c'est. Ah non, j'ai regardé tout le monde. Donc, vas-y. Vas-y, Katia, tu peux poser ta question. Je reviens par rapport à ce que j'avais demandé la fois dernière au conseil municipal. Je voudrais savoir si vous avez trouvé l'endroit pour mettre les caravanes de ces personnes. Oui, on a donc un terrain qui est à côté du local de la CCA, qui est environ autour de 1000 m², qui pourra donc recevoir les métiers pour les hébergements qui sont stipulés dans l'offre. Tu le situes? Voilà. C'est bon. D'autres questions? Je regarde bien tout le monde. Voilà. Donc, je vous propose de passer au vote. Donc, qui est pour cette autorisation domaine public? Qui s'abstient? Non? Pour? D'accord. Bon, tout le monde est pour. Unanimité. Merci. Donc, point 3. Labellisation tourisme et handicap. Je laisse la parole à Michel Perrier. Alors,
Créée en 2001, la marque Tourisme et Handicap est le fruit d'une collaboration entre le ministère chargé du tourisme, les professionnels du secteur, les collectivités territoriales et les associations représentant les personnes handicapées. C'est la seule marque d'État attribuée aux professionnels du tourisme qui s'engage dans une démarche de qualité ciblée sur l'accessibilité aux loisirs et aux vacances pour tous. C'est une marque qui identifie les établissements répondant aux besoins spécifiques des touristes en situation de handicap, qu'ils soient auditifs, mentaux, moteurs ou visuels. La marque a défini des critères d'accessibilité et d'accueil pour garantir le tourisme à tous dans la plus grande autonomie possible. Elle prend en compte les critères de la loi de 2005, notamment l'accès facilité aux bâtiments et aux prestations de l'établissement. Elle est également attentive à l'accueil personnalisé réservé aux touristes en termes d'attention et de bienveillance. La marque Tourisme et Handicap concerne divers types de structures pour répondre aux différentes attentes et besoins des touristes durant leur séjour: hébergement, restauration, lieux de visite, activités sportives et de loisirs ou encore office de tourisme. En région Nouvelle-Aquitaine, l'organisation de la gestion de la marque est faite par un comité départemental du tourisme alterné. Cette année, c'est le comité départemental du tourisme des Landes qui est le référent pour cette marque dans le département. La procédure de labellisation comprend plusieurs étapes. La visite d'évaluation, un diagnostic de terrain, est réalisé permettant aux évaluateurs d'apprécier l'accessibilité de la structure ou du site pour les 4 familles de handicap selon des cahiers des charges nationaux. La décision de la commission. Cette décision est prise par une commission composée de professionnels du tourisme et d'associations de la région représentant les personnes handicapées. Cette instance statue après analyse des dossiers présentés par les référents départementaux. La commission a également pour rôle d'assurer l'uniformité de l'application des dispositions de la marque. L'attribution de la marque, enfin, elle est attribuée pour 5 ans renouvelables. Elle porte au minimum sur 2 pictogrammes. Cela signifie que si un seul pictogramme est octroyé à un établissement, celui-ci n'obtient pas la labellisation. Dans les Landes, il y a aujourd'hui 86 structures labellisées, dont 59 structures avec les 4 déficiences. Dans le cadre de la politique d'inclusion portée par la collectivité, ainsi que de la démarche qualité dans laquelle l'Office intercommunal de tourisme est engagé, le Conseil d'adjoints a décidé en fin d'année 2021 de s'intégrer dans cette démarche de labellisation. L'objectif premier de permettre l'accès à tous des équipements à usage touristique pourrait également à terme aboutir à l'obtention de la marque Destination pour tous, qui valorise, elle, une destination touristique en tant que territoire développant une politique d'accessibilité universelle volontariste, accès à tout pour tous. Les élus des commissions accessibilité et sécurité réunis le 12 janvier dernier souhaiteraient voir labelliser sur les années à venir les équipements suivants, dont la liste suit: la promenade fleurie, la plage du Courant, le musée. Bon, je pense que tout le monde les a lus. Les visites d'évaluation ont été programmées sur la première quinzaine de mars avec les évaluateurs du comité départemental du tourisme afin de définir les équipements pouvant être labellisés cette année et les préconisations permettant de mettre en place les actions dans l'optique d'une labellisation sur les prochaines années. Au vu de ces éléments, il est demandé au conseil municipal de prendre acte de l'engagement de la commune dans cette démarche de labellisation et d'autoriser monsieur le maire à porter cette démarche et à signer tout document y afférent. Merci Michel. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Non, Katia? Alors, je voudrais juste rajouter, si vous permettez, qu'ici à Mimizan, Allwater a reçu la labellisation Tourisme et Handicap à l'automne pour ses 2 activités de wave ski et de pirogue hawaïenne. Voilà. Très bien, merci. Donc c'est un pas de plus vers l'inclusion. Bon, il y a des équipements qui vont devoir quand même avoir quelques travaux parce que je pense pas que je suis pas sûr. Alors oui, il y a, sur le handicap, c'est suivant. Il faut 2 handicaps. Voilà, c'est pas que la mobilité. Il peut y avoir... Voilà, il faut 4, sur les 4 handicaps donc
moteur, visuel, auditif et déficient mental ou psychique. Donc il faut 2 pictogrammes, en fait, comme ils disent, c'est-à-dire accès à... 2 types d'handicap peuvent être accessibles, en fait. Et ça compte aussi surtout sur l'accueil, au niveau de l'accueil. Bon, il y a bien sûr l'accessibilité physique, on va dire, mais il y a aussi les personnes qui doivent être formées à l'accueil pour accueillir ces personnes-là. Voilà. Merci pour la précision. Donc, je vous propose de passer au vote. Donc, qui est pour cet engagement de la commune dans le tourisme handicap? Merci. Vote à l'unanimité. Point 4, finances. Donc, frais de représentation du maire. Donc, Yves Servetot. Comme l'an dernier, il convient de prévoir au budget 2022 compte 6536, conformément aux dispositions de l'article L. 2123-19 du Code général des collectivités territoriales, une délibération spécifique concernant les frais de représentation. Le montant s'est élevé à 1 000 € en 2021. Il est demandé au conseil municipal de reconduire cette somme et de fixer en conséquence le montant des frais de représentation du maire à 1 000 € en 2022. De voter l'inscription de cette ligne spécifique pour frais de représentation au compte 6536 du budget 2022. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? C'est quelque chose qui se fait pratique. Pas de questions. Donc je propose de voter. Donc il est pour reconduire la somme de 1 000 €. Vote à l'unanimité. Merci. Donc point 5. Tarif logement collectif, association Ergolympiade. Michel. L'association Les Ergolympiades, située à Alençon, a sollicité la collectivité pour avoir la mise à disposition des logements collectifs pour la nuit du 25 au 26 avril 2022. En effet, dans le cadre de leur formation d'ergothérapeute, cette association réalise un projet de promotion qui consiste à relier en une semaine Mimizan à Biarritz avec différents matériels adaptés aux personnes en situation de handicap. Ce projet a pour but de sensibiliser au handicap et de promouvoir le métier d'ergothérapeute tout en montrant l'accessibilité de la voie verte. Cette manifestation restant dans les objectifs d'inclusion portés par la collectivité, le conseil d'adjoints a émis un avis favorable à la mise à disposition des logements collectifs, et ce à titre gratuit, pour exprimer son soutien à cette manifestation. Ainsi, au vu de ce qui précède, il est demandé au conseil municipal d'accorder à titre gratuit la mise à disposition des logements collectifs pour la nuit du 25 au 26 avril 2022 au bénéfice de l'association Les Ergolympiades, afin de leur permettre de mener à bien leur projet de sensibilisation au handicap et de promotion du métier d'ergothérapeute, tout en montrant l'accessibilité de la voie verte entre Mimizan et Biarritz, et d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de mise à disposition. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Non plus. Donc je vous propose... Oui, Marie-France. Juste une petite remarque. Je pense qu'à travers tous les points abordés ce soir sur le handicap, je pense que il est quand même bon de souligner l'ensemble des efforts de la collectivité pour que Mimizan soit authentifié comme une destination tourisme et handicap, et qu'à terme, on ne se pose plus même la question, et que la notion de tourisme pour tous est une notion qui me plaît bien. Et donc, je trouve vraiment que toutes ces actions vont dans le bon sens pour que la destination touristique mimizanaise soit bien reconnue comme une station pour tous. Merci. Donc, je vous propose de passer au vote. Donc, qui est pour accorder cette gratuité? Je vous remercie. Vote à l'unanimité. Point 6. Donc, ça concerne un marché de travaux voirie. Donc, il a été décidé pour ces marchés de lancer un marché, dans le cadre de la commande publique, un marché accord cadre, multi-attributaire, donc avec des marchés subséquents. Donc le montant, c'est 1 million par an, donc sur renouvelable 3 fois, donc ça peut aller à 4 millions. Je vous rappelle que vous m'avez attribué comme possibilité sur les marchés publics d'aller jusqu'à 1 million d'euros, donc c'est pour ça qu'on le met
sur le vote ce soir, sachant que les procédures adaptées vont jusqu'à plus de 5 millions d'euros normalement. Donc c'était aussi pour avoir plus de transparence dans les marchés qu'on pouvait lancer. Donc c'est pour ça qu'on avait abaissé ce seuil volontairement. Donc un accord cadre, donc il y a 2 phases dans ces types de marchés. D'abord, on fait une publicité, on retient, suivant les critères qu'on a mis en place. En l'occurrence, là, ça pouvait aller jusqu'à 5 entreprises. Il y en a 3 qui ont répondu. Donc on regarde si elles ont toutes les qualités et qualifications pour répondre au futur marché. Donc là, il y en a 3 qui ont répondu. Donc 3 sociétés qui sont connues et qui ont beaucoup de références, c'est Colas, Lafitte TP et Soubestre. Et donc elles ont été retenues, parce qu'elles peuvent toutes réaliser les travaux dont a besoin la collectivité. Donc c'est pour ça que vous avez un tableau. Et après, ces 3 qui sont retenues dans cet accord cadre, elles seront mises en concurrence à chaque besoin de la collectivité pour des travaux. Donc, et jusqu'à un montant de 1 million par an au cumulé. Voilà. Donc là, il vous est proposé d'attribuer cet accord cadre aux 3 entreprises qui ont soumissionné. Et après, je les mettrai en concurrence à chaque fois qu'il y aura un besoin. Voilà. Donc là, c'est les retenir, les 3. Donc il n'y a que 3 qui ont répondu par rapport à ce marché. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Chloé Andueza. Oui, moi j'ai une question. Vous avez effectué une commission marché public appel d'offres? Parce qu'il me semble que je suis dans la commission et depuis le début du mandat, je n'ai jamais été conviée. Alors, la commission d'appel d'offres, c'est une commission quand il y a un appel d'offres ouvert, où là, il faut décider, c'est un marché formalisé dans la commande publique. Là, ce n'est pas un marché formalisé parce qu'on est en procédure adaptée. Normalement, je peux attribuer des marchés jusqu'à hauteur de 1 million pour les travaux et jusqu'à 200 000 euros, un peu plus, pour tout ce qui est fourniture et services, sans avoir à convoquer la commission d'appel d'offres pour laquelle tu fais référence. Mais je m'engage, quand on va avoir des marchés, de créer une commission ad hoc, procédure adaptée, qui ne sera pas... On va prendre les personnes de la commission d'appel d'offres qui participeront à regarder les marchés qui seront attribués. Voilà. Et là, c'est normal que qu'il n'y ait pas eu de commission parce qu'il n'y a pas eu d'appel d'offres ouvert, comme on dit, dans le code de la commande publique. Voilà. Il y a d'autres questions? Non? Donc, je vous propose d'attribuer l'accord cadre, donc c'est pour les 3 entreprises, et après, derrière, il y aura des marchés subséquents qui viendront, quand ils seront mis en compétition, pour attribuer après à chaque entreprise le marché. Donc, qui est pour l'attribution de l'accord cadre et retenir les 3 entreprises? Merci. Donc on va passer au point 7 qui concerne le personnel, la protection sociale complémentaire. Et donc il faut qu'on instaure un débat qu'on aurait dû instaurer le 18 février, mais nous on n'avait pas la date du conseil municipal, mais on est toujours dans les temps et c'est bien de pouvoir débattre de ce sujet-là qui est important pour nos agents. Donc, protection sociale complémentaire, c'est un débat important puisque, quelque part, c'est l'harmonisation de ce qui se fait dans le privé et qui, aujourd'hui, c'est un grand pas. On amène les employeurs territoriaux donc, à prendre cette décision et dès 2025 et 2026, c'est participer donc, sur la santé et la prévoyance. L'ordonnance du 17 février 2021 prévoit en effet un débat obligatoire de l'Assemblée délibérante sur la protection sociale complémentaire
et il a pour objet de présenter les enjeux et le cadre de la protection sociale complémentaire. Son contenu n'est pas déterminé par l'ordonnance. Ce débat est à lancer au plus tard le 18 février avec une tolérance jusqu'à fin février et à programmer dans les 6 mois à chaque renouvellement de mandat. Il s'agit d'un débat sans vote qui informe sur les enjeux, les objectifs, les moyens et la trajectoire 2025-2026. Sachant qu'à ce jour, les décrets d'application ne sont pas sortis, notamment concernant les montants d'aide qui pourront être versés aux personnels territoriaux. Alors, un slide vous a été, un document à l'appui vous a été remis. On va rester sur la diapositive numéro 2. Donc, qu'est-ce que c'est la protection sociale? Alors, elle se décline dans la fonction publique, on va dire, sur 3 versants. Il existe d'abord l'action sociale, c'est-à-dire le souhait de la collectivité, et c'est facultatif d'adhérer par exemple à un COS. Et par exemple, sur la ville de Mimizan, sur l'année 2021, c'est un montant de 41 000 € donc, qui est versé au COS, et c'est quelque chose donc, qui vient participer quelque part aux agents, à aider les agents au quotidien au travers de différents dispositifs. Ensuite, il y a ce qu'on appelle, la prévention sociale, donc qui va se répartir en 2 volets, la protection sociale complémentaire en santé et la protection sociale en prévoyance. La protection sociale en santé, elle est facultative, il n'y a pas d'obligation aujourd'hui pour l'employeur territorial ou pour l'agent territorial d'adhérer à une complémentaire santé. Il n'y a pas non plus obligation pour l'employeur territorial ou pour l'agent territorial de participer en matière de prévoyance. Alors la santé, qu'est-ce que c'est? La santé, c'est chaque fois qu'on va chez le médecin ou que l'on a des frais médicaux, la sécurité sociale prend 70% en charge et il reste donc 30%. Et donc si on n'a pas cette complémentaire santé, on a ce delta qui n'est pas couvert. Et nous avons aujourd'hui, sur nombre de collectivités, des agents qui n'ont pas de complémentaire santé. Ensuite, il y a la prévoyance. La prévoyance de quoi on parle dans la fonction publique, eh bien, c'est au-delà des 90 jours, lorsque on est en arrêt de travail et qu'on tombe à demi-traitement. Et donc, demi-traitement, si on prend, un salaire moyen de catégorie C, à peu près 1 400 €, tomber à demi-traitement, c'est avoir 700 €. Et ça veut dire que si on n'a pas cette complémentaire santé, ou si on n'a pas l'employeur qui participe aujourd'hui sur tout ou partie de cette complémentaire santé, c'est vraiment avoir un agent qui est en difficulté et qui va tomber dans la précarité. Donc, quel est l'état des lieux dans notre collectivité? L'intervention à la commune de Mimizan à ce jour est la suivante. Pour la complémentaire santé, chaque agent est libre dans le choix de sa complémentaire. Aucune participation financière n'est versée par la commune. Pour la complémentaire prévoyance, chaque agent est libre dans le choix de sa complémentaire et le conseil municipal, le 26 septembre 2013, a fait le choix d'instaurer une participation financière selon le revenu pour les agents ayant des contrats labellisés. Aujourd'hui, la collectivité participe à hauteur de 12 798 € pour 131 agents. Pour rappel, cette participation se décompose comme suit. Donc, vous avez différentes tranches qui sont déclinées là dans le projet de délibération. Et donc, les aides attribuées, donc, pour moins de 1 500 € bruts, c'est 10 €. Entre 1 500 € bruts et 1 800, c'est 9 €. Entre 1 800 et 2 150 € bruts, c'est 8 €. Plus de 2 150 € bruts, c'est 4 €. Par ailleurs, la commune verse une subvention annuelle au comité donc, des œuvres sociales à hauteur de 41 000 €. J'apporterai une petite précision. Aujourd'hui, quelle est à peu près la cotisation moyenne en santé pour un agent territorial? La cotisation moyenne en santé, c'est 70 €. Et la cotisation moyenne en prévoyance, c'est à peu près 50 €. Donc aujourd'hui, dans nos collectivités, il n'y a pas obligation pour l'employeur donc
de participer ou d'aider l'agent. Cette participation avait été versée sur les bases réglementaires suivantes. En 2007, le législateur a prévu la possibilité pour les employeurs publics de participer financièrement au contrat de leurs agents. En 2011, le dispositif prévu par le décret 2011-1474 permet aux employeurs de participer au contrat dans le cadre de la labellisation. Les contrats sont alors référencés par des organismes accrédités et souscrits individuellement par les agents. Les employeurs peuvent aussi souscrire auprès d'opérateurs une convention dite de participation à l'issue d'une procédure de consultation respectant les principes de la commande publique. Quels enjeux et objectifs ? Les employeurs publics doivent mettre en débat ce sujet au sein de leurs assemblées délibérantes. Ce débat peut porter sur les points suivants. Les enjeux de la protection sociale complémentaire, accompagnement social, arbitrage financier, articulation avec les politiques de prévention et attractivité. Le rappel de la protection sociale statutaire, la nature des garanties envisagées, le niveau de participation et son évolution, l'éventuel caractère obligatoire des contrats sur accord majoritaire, le calendrier de mise en œuvre. Le conseil municipal devra faire des choix dans les prochains mois, puisque la participation financière devient obligatoire pour les collectivités. En effet, en 2025, toutes les collectivités devront participer au niveau de la prévoyance à hauteur de 20% et au niveau de la santé à partir de 2026 à hauteur de 50%. Alors là, juste, on prend 50% donc pour la santé, cotisation moyenne 70 €. On prend 20% cotisation moyenne 50 €. Donc vous avez déjà un ordre d'idée. On est à peu près sur 200 € sur le budget principal de la commune. Si après on regarde aussi au niveau du CCAS ou de l'EHPAD, donc c'est quelque part un engagement important pour la collectivité et donc un débat important qu'il nous faut avoir. Selon le baromètre national IFOP pour la MNT de décembre 2020, 2/3 des collectivités interrogées participent déjà financièrement à la complémentaire santé pour un montant moyen de 18,90 € par mois et par agent, et 3/4 participent financièrement à la complémentaire prévoyance pour un montant de 12,20 € par mois et par agent. Dans les deux cas, 62% ont choisi la labellisation et 38% la convention de participation. Ce sont donc 89% des employeurs publics locaux qui déclarent participer financièrement à la protection sociale complémentaire de leurs agents, en santé et ou en prévoyance. Ils mettent en avant que cette brique assurantielle, venant compléter les dispositifs de prévention des risques au travail et de santé, participe de leur politique de gestion des ressources humaines, améliore les conditions de travail et de santé, l'attractivité de la collectivité en tant qu'employeur et contribue à la motivation des agents. L'ordonnance prévoit la tenue de ce débat obligatoire au sein de chaque assemblée délibérante portant sur les garanties accordées aux agents en matière de protection sociale complémentaire et permettent d'aborder les enjeux de la protection sociale complémentaire qui se poursuivra au sein du dialogue social interne avec les agents. Il permettra d'approfondir et de détailler les modalités de mise en œuvre de la PSC au sein de la collectivité. Panier de soins minimal de santé, niveau de garantie en prévoyance selon la procédure choisie, aspect financier et calendrier. Il vous est proposé d'engager ce débat sur la protection sociale complémentaire de la commune de Mimizan sur la base de la présente note de synthèse et de son annexe, sachant que ce dossier a été vu en groupe de travail avec la communauté de communes de Mimizan le 19 janvier 2022, en commission des finances le 3 février 2022 et a fait l'objet de discussions au Conseil des adjoints, lequel envisage de proposer une mise en œuvre progressive afin d'anticiper l'obligation de participation financière de la collectivité. J'ajouterai que sur les prochains mois, nous serons aussi au contact des agents dans le cadre du dialogue social parce qu'il faut les associer à la démarche. Pour terminer cette présentation, on va continuer à regarder un petit peu les slides au tableau. Donc, on va se mettre sur le slide de la
numéro 4, parce que je voudrais faire une petite précision. Alors, donc jusqu'à présent, slide numéro 4, qu'est-ce que la protection sociale? 2 types de dispositifs, donc convention de participation ou labellisation. Donc, jusqu'à présent, il n'y avait pas d'obligation pour les employeurs, et donc à partir de 2007, a été donnée la possibilité aux employeurs de participer si une mutuelle était labellisée. Donc, une mutuelle labellisée, elle devait répondre à un certain nombre de critères, et à partir de là, donc, l'employeur pouvait participer en tout ou partie donc, à cette cotisation de l'agent, ou sur la santé, ou sur la prévoyance. Et c'est les chiffres que l'on a vus pour la ville de Mimizan. Aujourd'hui, le nouveau dispositif qui est proposé aux collectivités, c'est que les centres de gestion vont être pouvoir adjudicateurs, et les collectivités pourront saisir le centre de gestion pour ou se faire accompagner, ou choisir ou faire le choix d'aller sur une convention de participation ou une labellisation. Alors, selon que l'on est sur une convention de participation, on va dire, il y a des avantages. La convention de participation, elle peut permettre à un moment donné de tisser un partenariat sur une durée, par exemple la durée du mandat, et on peut travailler avec les représentants du personnel, des objectifs, des critères qui vont permettre, je vais dire, d'atteindre certains objectifs. De notre côté, la labellisation, elle s'inscrit dans une démarche où, là, c'est l'agent qui fait le choix, je vais dire, d'adhérer ou de ne pas adhérer à telle ou telle autre mutuelle. L'avantage de la labellisation, c'est se dire aussi que l'agent n'est pas tenu, et la collectivité n'est pas tenue sur une durée, je vais dire, du mandat. À tout moment, il peut changer de mutuelle. Alors après, les inconvénients qu'il faut mesurer dans l'un ou dans l'autre système, mais ce seront peut-être les groupes de travail que l'on fera dans l'année, c'est par rapport au taux de sinistralité que l'on peut avoir dans la collectivité. Qu'est-ce qu'on mesure aujourd'hui dans nos collectivités? C'est que quand il y a une vingtaine d'années, nous avions, je vais dire, des accidents de travail ou des mauvaises maladies, c'était surtout après 50 ans. Aujourd'hui, ce taux de sinistralité, il est descendu dans l'ensemble des collectivités en France jusqu'à 30 ans ou même 25 ans. On a des jeunes fonctionnaires territoriaux qui, malheureusement, rentrent dans ce champ de sinistralité. Et d'un point de vue santé et surtout prévoyance, donc quand on tombe en demi-traitement, c'est là où ça devient très difficile et on rentre vraiment, surtout au niveau du niveau bas de revenus dans la fonction publique, parce que sur les 5 600 000 fonctionnaires que l'on a en France, on est 2 millions de fonctionnaires territoriaux. Ici, dans les Landes, c'est 16 000 territoriaux, mais c'est essentiellement des catégories C. Et les catégories C, ce sont bien des bas revenus, et quelque part assez proches du SMIC. Et dès qu'on tombe à demi-traitement, c'est vraiment la précarité si on n'a pas cette prévoyance, ou si on n'a pas un employeur qui peut venir en aide. Donc le choix sur la convention de participation ou sur la labellisation, donc ça sera vraiment un élément important. Sur le slide suivant, c'est donc le montant des participations employeurs, donc le slide numéro 5. Donc là, il faut bien mesurer que 1er janvier 2026, il faudra participer à hauteur de 50%. Et concernant la prévoyance, il faudra participer au minimum à hauteur de 20%. Sur le slide suivant, donc, c'est toujours un petit peu le schéma qu'on a à suivre jusqu'en 2026. Mais là, j'ajouterai qu'un décret doit sortir sur les prochaines semaines qui va venir un petit peu affiner qu'est-ce qui va être pris sur
je vais dire, la part santé ou sur la prévoyance pour l'application de ce taux. Et c'est ça qui fera que les collectivités, dès 2023, si elles le souhaitent, pourront commencer à rentrer dans ce dispositif. Ensuite, aux pages suivantes, donc sur le slide numéro 8, eh bien, c'est les éléments que vous avez dans la délibération. La cotisation moyenne en France sur la santé, les employeurs, jusqu'à présent, c'était à peu près 18,90 €. Sur la prévoyance, c'était 12,20 €. Slide suivant, sur la collectivité Ville de Mimizan. Donc, sur les effectifs actuels de la collectivité, titulaires stagiaires 165 agents, plus les contractuels de droit privé et ceux de droit public, donc c'est 197 agents, bon, disons 200 agents. La répartition par filière, cette répartition, elle nous sera importante parce que, bon, au-delà de dire qu'on a 32 agents dans l'administration, 4 à la culture, 6 à la police et 118 dans les services techniques, il y a au sein de certains services ou de certaines filières des métiers qui sont, à cause de la saisonnalité, à cause des missions, qui ont plus de difficultés que d'autres. Et quelque part, c'est aussi prendre en compte la sinistralité. Et quelque part, dans le dialogue social, ça nous permet de mesurer comment il nous faut aider les agents de la collectivité. Ensuite, sur le slide numéro 10, donc action sociale et risque santé. Donc l'action sociale, pour mémoire, c'était 41 000 € au COS en 2021. Sur le risque santé, donc les agents aujourd'hui de la collectivité bénéficient-ils d'une complémentaire santé? Non. Dans le même temps, un questionnaire a été envoyé ces dernières semaines à l'ensemble des agents. Et on est en train de répertorier ceux qui ont une mutuelle santé, ceux qui ont une mutuelle prévoyance et ceux qui n'en ont pas, et voir aussi quelles sont les différentes mutuelles pour avoir cet état des lieux. Sur le slide à la page 11, donc, au niveau du risque prévoyance, vous avez aussi la répartition. Et après, au slide de la page 12, des éléments qu'il nous faudra aussi tenir en compte, prendre en compte, c'est au travers, je vais dire, de la maladie et du nombre de jours de maladie. Quand on dit qu'en 2021, il y avait 3 842 jours de maladie, ou en 2019, 4 178, après, il y a... quels sont, je vais dire, les arrêts de travail? Est-ce que ce sont des arrêts suite à des accidents de la vie? Est-ce que ce sont des arrêts suite à des opérations qui sont en lien avec le travail ou pas en lien avec le travail? Ce seront des éléments qui nous permettront un petit peu d'affiner notre réflexion, tout ça pour arriver à prendre une décision. Voilà, donc Monsieur le maire, je vous laisse la parole. Merci pour cet exposé exhaustif. Donc, est-ce que vous avez des questions? Il faut qu'on puisse débattre. Vous avez vu que la collectivité n'intervenait que sur la prévoyance à des taux très faibles. Donc c'est 4 € pour le plus faible et plus de 10 € pour les agents de catégorie C. Donc on voit bien que c'est un rattrapage par rapport au secteur privé, cette loi. C'est que la collectivité, je le redis, ne participe à rien sur la partie mutuelle santé. Donc si on veut être aussi attractif dans la fonction publique pour trouver aussi des gens, il va falloir qu'on ait des leviers. Je vous dis aussi pour recruter, actuellement on a des problèmes d'attractivité, si ce n'est parce qu'il y a des collectivités qui ont peut-être déjà ça en place, qui ont des tickets restaurants, qui peuvent avoir d'autres atouts que nous n'avons pas, et en plus on a la problématique ici du logement. Donc des fois ça peut être compliqué de recruter des agents. Donc tous les différents choses à voir, ça va être quel type, comment
Donc déjà, avoir l'arrêté qui nous fixe les seuils pour qu'on puisse après se positionner. Donc tout ça, bien sûr, dans un dialogue avec les représentants du personnel, pour avoir aussi quel type de mutuelle, si c'est une mutuelle labellisée ou si c'est un contrat groupe. Je vais faire l'analogie avec le secteur privé, pour que tout le monde comprenne. Donc il y aura ça à se poser comme question, et après, bien sûr, le taux. Et nous, ce qu'on a décidé, ce que j'aimerais mettre en place, c'est commencer à pouvoir y travailler avant la date de 2025 et 2026, et pouvoir déjà offrir aux agents déjà une aide sur ces mutuelles. Qui c'est qui veut intervenir? Gilbert? Oui, simplement, le premier effort, je pense que ça va être dans l'explication pour tous ceux qui n'ont pas de protection. Alors, on ne peut pas obliger, mais il va falloir faire comprendre que la protection sociale, c'est un minimum dans la vie, quoi. Si on n'a pas de protection sociale, quand ça arrive, c'est là qu'on s'aperçoit, on n'a pas de mutuelle ou de prévoyance, voilà. Donc sur les à peu près 200 agents, donc sur le diagnostic, c'est 141 ou 2, je ne sais plus, qui ont répondu. Donc sur les 140 qui ont répondu, il y a un agent qui n'a pas de mutuelle, ni mutuelle santé, ni prévoyance. Et après, au total, c'est 29 qui n'ont pas la prévoyance, le maintien de salaire. Et parmi les 60 ou 50 qui n'ont pas répondu, est-ce que c'est des agents qui n'ont pas souhaité parce qu'ils n'étaient pas protégés ou... Voilà, on peut se poser des questions. En tout cas, c'est vrai qu'il faut vraiment les inciter à avoir une protection, quoi, parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Et même pour les agents qui ont une protection santé, peut-être que la participation de la commune permettra justement d'avoir une meilleure couverture santé. Peut-être qu'il y en a beaucoup qui ont une couverture minimale et que le fait de participer, c'est effectivement, ça permettra à nos agents d'avoir une meilleure couverture santé. Et c'est vrai que pour l'avoir fait dans le privé, on peut quand même être étonné. Et pour m'être plongé un peu dans le privé, là, pour les mutuelles, quand la loi nous y a obligés, je trouve qu'au niveau en tout cas pour les agents, ça sera vraiment un plus. Et qu'ils monteront certainement en gamme et on aura des agents mieux couverts. Et je crois que ça ne pourra être que bénéfique pour tout le monde. Et pour la prévoyance, c'est vrai qu'on a du mal à se projeter, mais que ça peut être aussi un élément intéressant, cette participation. Et le fait que la collectivité, effectivement, monsieur le maire, si la collectivité commence avant la date butoir, je pense que ça sera encore mieux. Oui, il y avait David après Arnaud. David ? Oui, moi je voulais juste dire par rapport, il y a la communauté des communes, il y a d'autres institutions. Est-ce qu'il y a possibilité d'harmoniser et de se regrouper? Parce que effectivement, comme le dit Marie-France, c'est très important et il y a quelque chose de qualitatif derrière qui est non négligeable. Et je pense que si on arrive à être plus, on aura de meilleurs prix et de meilleures protections. Donc juste pour apporter, après peut-être que tu vas compléter, Yves. Dernier conseil communautaire, il y a eu le débat sur la protection aussi sociale, et donc a été abordé ce sujet de la mutualisation et d'avoir au moins les mêmes choses au niveau des collectivités. Donc il y aura ce travail au niveau de la communauté, de la commune Mimizan et des autres communes aussi, et encore plus largement, ça va être, comme l'a dit Yves, c'est le centre de gestion aussi qui vont pouvoir proposer et faire des contrats. Donc ça va être dans leurs compétences. Donc on va voir ce qui va se dessiner. Pour l'instant, c'est du travail qu'on va devoir mener. Mais en tout cas, il faudra qu'il y ait une harmonisation entre ce qui est décidé entre les collectivités de la communauté de communes.
si possible, parce que tout le monde n'a pas la même situation financière notamment, et capacité à faire, et voilà, on verra. Dans les dispositifs qui sont prévus aujourd'hui, jusqu'à présent existait la labellisation qui a incité nombre de collectivités à partir sur des contrats collectifs, justement pour aller chercher au principe de la mutualisation une série de garanties. Et quand bien même il y avait un contrat collectif sur une collectivité, admettons sur 10 agents ou sur 20 agents, je veux dire, ce contrat permettait d'aller chercher sur l'ensemble des adhérents de toute la mutuelle des fonds qui permettaient de répondre à des prestations et à des prix compétitifs pour les collectivités. Alors aujourd'hui, ce qui est proposé, c'est que aussi bien dans la convention de partenariat que dans la labellisation, oui, il faut essayer d'étendre au maximum pour aller chercher plus de garanties et des choses compétitives pour les agents. Le petit bémol, je dirais, c'est que sur la convention de partenariat, l'employeur, une fois qu'a été convenu, je vais dire, le partenariat avec la mutuelle en question, on est lié sur 6 ans. Ça veut dire que sur 6 ans ou sur 5 ans, admettons, mais ça veut dire qu'on ne peut plus en sortir. Sur la labellisation, à tout moment, l'employeur peut en sortir. Sur la labellisation, il peut y avoir une portabilité vers d'autres mutuelles. Et c'est pour ça que jusqu'à présent, d'ailleurs, plus de 90% des collectivités étaient parties sur de la labellisation plutôt que sur de la convention de partenariat. Arnaud, tu voulais parler ? Oui, merci. En complément, donc effectivement, de rappeler que même si il a été dit que les montants d'aide n'étaient pas encore définis, on ne les connaissait pas encore, donc c'est une chose. Les dates sont fixées. De confirmer qu'effectivement, il semble l'anticipation est certainement la meilleure des orientations à ce jour. Et comme le disait, je ne sais plus lequel de vos interlocuteurs, je crois que c'était David, comme ça a été cité en comité de communes, d'essayer d'avoir une coordination, ça paraîtrait cohérent, puisque l'air est quand même à la discussion ensemble. Et de rappeler que d'ailleurs les premiers, sauf si je me trompe, c'est Gilbert Badette qui le rappelait en conseil communautaire, les premiers qui ont commencé, mais déjà, enfin il pourrait le repréciser, c'est au niveau du CIVOM, puisqu'il en fait partie, disant qu'ils avaient déjà mis le pied à l'étrier sans avoir le montant défini même, donc c'est vraiment de bonheur. Et ça prouve bien qu'on peut le faire aussi, alors avec les moyens que l'on veut se donner, ça, mais si moyens il y a, ne pas attendre ces échéances, parce qu'il n'y a pas forcément de raison aujourd'hui. Et de rappeler peut-être que certains, dans les réponses que vous avez eues, certains aussi, alors on ne sait pas s'ils se sont classés dans ceux qui n'avaient pas répondu ou ceux qui avaient dit qu'ils n'en avaient pas, mais en tout cas il y a aussi des cas, notamment avec le groupe Gascogne, de familles dont c'est le conjoint qui assure la famille, qui couvre la famille. Donc ceux-là, il faut en prendre part. Ça ne veut pas dire qu'ils sont, bien au contraire, dénudés de tout. Ils sont bien couverts, puisque on a l'avantage d'avoir ici quelques industriels qui ont quand même un peu de poids sur le marché des mutuelles. Voilà. Oui, dans le diagnostic, il y a des agents qui sont assurés par leurs conjoints, qui peuvent travailler dans le groupe Gascogne ou autre. Donc ça avait été référencé. Et ça me fait penser à dire aussi, à préciser que la mutuelle, ça sera une mutuelle pour l'agent et pas pour la famille. Parce que dans le privé, vous pouvez avoir pour la famille, mais là, l'aide ne pourra être que pour l'agent au niveau des collectivités territoriales. Voilà. On ne pourra pas prendre la famille dans... Voilà. C'est une précision importante. Oui, mais est-ce qu'après, dans l'organisme de mutuelle, est-ce que lui pourra proposer à l'agent d'être en isolé ou de mettre toute sa famille, même s'il n'y a pas une participation de la collectivité? Oui, même aujourd'hui, ça existe. Aujourd'hui, quand un territorial adhère à une mutuelle, il adhère à titre individuel et il peut faire adhérer les membres de sa famille. Et comme le précise Monsieur le maire, la participation employeur aujourd'hui qui devient obligatoire,
elle ne pourra l'être qu'à l'attention de l'agent. Voilà. Katia? Je voudrais juste demander si cette mutuelle pourra être aussi pour les saisonniers que vous prendrez durant leur contrat. Pour l'instant, moi, j'ai pas cette info. Il y a des précisions qui vont arriver. Là, ils sont allés sur des contrats, enfin, on a droit public et droit privé, mais les saisonniers, pour l'instant, je ne sais pas. Je ne peux pas te répondre. Là. Monsieur le maire, normalement, un saisonnier, il a la mutuelle avant d'attaquer le travail. Hein. Normalement. Mais même au chômage, il faut avoir une mutuelle. Même au chômage, il faut avoir une mutuelle. Ben oui. Ben oui, mais... La mutuelle, c'est un minimum, quoi. C'est un minimum. Mais ouais, mais... Alors, mais il y a des possibilités d'avoir, il suffit d'aller dans les mutuelles, il y a des possibilités d'avoir des tarifs pour les chômeurs, pour la précarité, voilà. Effectivement, je rajouterais que tout le monde n'a pas de mutuelle, mais ça peut être aussi un choix. Moi, j'avais une collègue, elle voulait pas de mutuelle. Elle me dit, moi, j'ai aucun problème de santé, je suis jeune, je mise sur le risque, je paie pas de mutuelle parce que je n'ai pas besoin. Voilà, après, c'est un choix, et on peut pas obliger les gens à avoir des mutuelles. Mais c'est vrai que même au chômage, effectivement, les personnes qui ont arrêté un emploi peuvent obtenir la portabilité de la mutuelle de leur emploi précédent pendant 12 mois. Mais après, s'ils veulent continuer à avoir une mutuelle, ils doivent prendre une mutuelle indépendante, on va dire. Voilà. Merci. Il y a Thierry Collet qui voulait parler. Oui, je rejoins ce que vient de dire Michel, et je dirais que c'est important le rôle éducatif ou pédagogique qu'on va mener dans ce dossier, et ça me paraît très important. Plus on commencera tôt, là je rejoins les discours d'avant, plus on commencera tôt, je pense que mieux ça sera pour nous, et en plus on étendra dans le temps la prise en charge, en allant sur une prise en charge progressive, ça me paraît intéressant. Pour ce qui est la coordination de toutes les entités, j'y suis favorable, sachant qu'il ne faut pas oublier qu'entre le CCAS et le CIAS, on a un peu plus de 250 employés là aussi à rajouter dans la balance. Donc c'est très important de regarder un peu tout ce qui peut être fait et essayer d'harmoniser. Je pense que c'est souhaitable. Daniel? Je souhaitais rajouter aussi que si on avait le choix à faire d'une mutuelle, vu que c'est très compliqué de comprendre les garanties et les pourcentages et tout ce qu'il y a dedans, une consultation d'audit me paraîtrait aussi intéressante. Élodie. Oui, par rapport à ça et justement aux différents choix, la mutuelle communale est toujours en place sur la commune. Il y avait un partenariat avec le CCAS qui avait été mis en place pour des mutuelles communales, et il me semble que ces personnes recevaient les gens et justement les aiguillaient quand même pas mal sur les choix, etc. Est-ce que vous avez prévu du coup de les mettre en appui? Est-ce que ça va disparaître? Alors, ce qui existe aujourd'hui, c'est qu'il y a une recherche qui avait été faite, et il y a trois assurances ou mutuelles qui sont proposées aux gens qui viennent se renseigner. Mais il n'y a pas de contrat formalisé. Il faut reprendre ce dossier, à mon sens, en entier. Contrat groupe, à voir. Moi, je pense qu'il faut se poser quand même la question, savoir si c'est plus avantageux pour les gens individuellement d'avoir un contrat groupe, ou si on leur laisse leur choix, même si on peut apporter du renseignement et de l'information, avoir peut-être à ce moment-là contractualiser avec un cabinet qui serait un support pédagogique et de choix, enfin pour faire des recherches et les aider à choisir. Moi, je serais plus partant pour la labellisation, mais après, ça, on peut en discuter. Bon, là, on est sur un autre domaine, puisque l'on est plus sur la mutuelle et pour les gens en général, et pas les agents de la collectivité. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on pourra discuter, même au sein du CCAS, parce que c'était le CCAS qui avait mené l'étude, en tout cas la démarche. Donc, les personnes qui sont au CCAS, on pourrait avoir cette discussion par rapport à ce qui était proposé en termes d'accompagnement pour les mutuelles
des administrés et voir où on en est et voir si on peut relancer quelque chose ou pas. Et voilà. Donc on va revoir les modalités, mais là on va en discuter au niveau du CCAS. Donc encore sur la protection des agents, protection sociale. Encore, David? J'ai juste une question. Est-ce que dans l'obligation que vont avoir les collectivités à participer, est-ce qu'il est prévu, ou peut-être ça arrivera dans les décrets, une obligation au niveau des agents à intégrer une assurance? Alors, quand c'est de la labellisation, il n'y a pas de... Non, tu es libre. Après, sur la partie contractualisation groupe, ça, je ne sais pas. Je ne peux pas dire de bêtises. Non, mais c'est pour ça qu'il faut... C'est l'explication qu'il faut pour que tout le monde adhère, c'est tout. Mais... Pas d'autres questions ou interventions, plutôt? On considère que le débat a eu lieu. Donc merci. Donc on va passer au point 8, du coup, qui est la convention avec le centre de gestion. C'est pour le service remplacement, donc toujours Yves Servetot. Le 22 octobre 2020, l'Assemblée délibérante a approuvé la signature d'une convention d'adhésion au service remplacement du Centre de gestion des Landes. Ce dernier nous propose aujourd'hui un nouveau contrat intégrant quelques précisions figurant en rouge dans la convention en annexe de la présente note de synthèse au niveau des articles. Alors sur l'article 1, c'est la référence au Code de la fonction publique territoriale, le CGCT. Sur l'article 3, c'est essentiellement, et ça c'est important, donc au titre du document unique, la fourniture des EPI par la commune et la visite médicale obligatoire avant l'embauche. L'article 4, c'est une information du CDG avant toute action liée à la mise à disposition de l'agent. L'article 5, c'est la commune garantira les conséquences ou imputations financières laissées à la charge du CDG du fait d'une réclamation de l'agent sur les conditions de recrutement et de rémunération. Et l'article 6, c'est le remboursement du CNAS si la collectivité est adhérente, donc remboursement du CNAS ou du COS ou des choses comme ça. Voilà. Donc il est demandé au conseil municipal de conclure avec le centre de gestion des Landes la nouvelle convention d'adhésion, jointe en annexe à la présente, de préciser que cette convention est sans limitation de durée et d'autoriser monsieur le maire à signer cette convention. Merci Yves. Est-ce que vous avez des questions? Non. Donc on va passer au vote. Donc qui est pour conclure avec le centre de gestion cette nouvelle convention? Vote à l'unanimité, merci. Donc au point 9, l'urbanisme, dénomination rue, impasse de la Palinette. Là, je vais laisser la parole à Gilbert Badette. Oui. C'est Marc et Marie-France. Alors, vu le CT article 21-21-29, conférant au conseil municipal la faculté de régler les affaires de la commune, en l'occurrence de délibérer sur la dénomination des rues, places et édifices publics, vu le décret des 1112 du 19 décembre 1994, article 1er, conférant le devoir aux communes de notifier au centre des impôts fonciers la liste alphabétique des voies publiques et privées, ainsi que les modifications portées. Il est demandé au conseil municipal d'adopter la nomination des voies et rues suivantes, impasse de la Palinette. Donc, François, si tu peux mettre l'annexe. Elle n'y est peut-être pas. Ah, impeccable. Donc, non, mais parce que on avait mis la photo avec l'explication, donc c'est simplement un outil pour vider le pot de résine, voilà. C'est une grosse cuillère, en fait. Gilbert m'a montré la photo. C'est une grosse cuillère avec un manche en bois, une espèce de grosse louche qui permet... voilà, donc c'est Gilbert, la mémoire de notre collectivité, qui est incollable sur les outils des résiniers, qui a proposé
cette dénomination. Alors, on vous mettra la photo dans le compte-rendu quand même, parce qu'elle y est. Elle y est, donc en annexe, elle y est. Oui, vous avez la photo, Monsieur Ponce, en annexe dans le dossier, sur la palinette. Et donc on est resté, apparemment vous êtes resté sur les outillages et sur le thème qu'il y a au Ronail, sur le gémage et les résignés. On n'a pas bougé par rapport au départ des rues de Ronail. Voilà. Donc on va passer au vote. Donc, qui est pour cette dénomination? Donc, vote à l'unanimité, merci. Donc on va passer à l'enfance, point 10, crèche, donc une modification, donc Christine Cassagne. Ah oui, pardon. Donc la Caisse d'allocation familiale a effectué un contrôle de la structure multi-accueil Les Moussaillons le 31 août 2021. Et suite à ce contrôle, il est demandé de compléter la délibération du 27 mai 2004 qui précisait les conditions d'ouverture de la structure. Désormais, nous devons en effet faire apparaître le nom et l'adresse de la structure, petite crèche Les Moussaillons, située 2 rue du Théâtre, à Mimizan, la capacité d'accueil, 20 places, la dernière modification d'agrément du multi-accueil que vous avez en annexe, les heures d'ouverture de 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi, le nom de la directrice, Madame Lyonnais-Laure, d'autoriser Monsieur le maire à signer par décision les modifications nécessaires si un quelconque changement devait intervenir concernant cette structure petite crèche. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Katia. Je voudrais seulement avoir des précisions sur l'annexe. Attends que je la retrouve. Vous l'avez pas? Sur l'annexe, il y a le nombre d'enfants par horaire. Dans ce nombre d'enfants par horaire, quelle est la tranche d'enfants? Parce qu'il y a les moins de 15 mois qui ne rentrent pas. Non, mais ce n'est pas marqué sur l'annexe. C'est pour ça, il y a marqué 5 enfants à telle heure. Tant d'enfants à telle heure. D'accord, ce n'est pas précisé. Donc en fait, ce qui a été décidé, c'est que de rajouter... les enfants sont pour la majorité présents de 9h30 à 16h. Donc on s'adapte aux besoins des familles pour être au plus près. Effectivement, je ne peux pas préciser exactement combien il y a d'enfants, les 5 places qui correspondent au moins de 15 mois ou plus de 15 mois, ce n'est pas précisé. Mais on a constaté que les parents prenaient de plus en plus de congés pendant les petites vacances scolaires. Et d'autre part, les mois d'août et de septembre sont consacrés aux adaptations, donc une entrée progressive des enfants. Nous ne pouvions pas remplacer ces différentes absences, aussi nous avons proposé de fonctionner de cette manière-là. D'accord ? Ce n'était pas la peine qu'il y ait plusieurs agents dès 7h30, sachant que la majorité des enfants arrivaient à 9h30. Et donc c'est une répartition plus adaptée à la réalité du territoire. Et on a eu un accord favorable de la PMI. Est-ce que tu veux d'autres précisions ? Et c'est les enfants qui n'étaient pas marqués, c'est tout. Voilà. C'est important de savoir aussi. Donc effectivement, il y a écrit sur la répartition, il y a 5 places de 7h30 à 8h30, 15 places de 8h30 à 9h30, 20 places de 9h30 à 15h, etc. Mais effectivement, il n'y a pas le détail de savoir si c'est moins de 15 mois et plus de 15 mois. Mais si tu veux, je te ferai parvenir la répartition. D'autres interventions? Non. Donc, je vous propose de passer au vote, donc de m'autoriser à signer par décision les modifications nécessaires s'il y avait des changements à l'avenir et de modifier aussi cette délibération de 2004. Voilà. Donc, les prochaines fois, ça ne passera pas en conseil, j'aurai une décision et je vous la soumettrai en début de conseil pour vous en informer. Voilà. Donc, est-ce que il y a des avis contraires? Des abstentions? Donc, je considère que c'est voté. Merci. On va passer à la forêt. Yvan?
Oui, merci Monsieur le maire. Donc avant de vous donner la lecture des parcelles concernées par les futures coupes de bois, je vais vous donner quelques informations rapides. Préciser qu'il s'agit de l'application du document de gestion durable qui a été établi dans le cadre de la certification PEFC. Dire aussi que les coupes concernées sont issues de la forêt communale non soumise au régime forestier et que des parcelles sous gestion ONF, il n'y a pas de coupe cette année. Vous dire aussi que la vente de ces bois se fera probablement à l'automne, puisqu'il reste à faire l'estimation précise des volumes qui seront mis en vente. Donc, le détail de la prévision des coupes de bois 2022 pour la forêt communale est le suivant. Donc, il y aura une coupe rase au lieu de tire-lague pour 8 hectares 90, des coupes de première éclaircie pour 4 parcelles à la Lande, Capas, Merquedeil et les Renardas Ouest, une coupe de troisième éclaircie, 2 coupes de troisième éclaircie, pour au lieu dit la Lande et au lieu dit Capas. Voilà, donc je vous propose de prendre acte de ces coupes de bois qui seront faites pendant l'année 2022. Et je peux vous donner des précisions si vous en souhaitez. Merci Yvan. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce programme de coupe? Non. Donc je vous propose d'accepter ce programme, donc, qui est pour. Vote à l'unanimité. Et avant de finir la séance, et justement comme on est dans la coupe de bois, je viens d'apprendre cet après-midi qu'il y aurait un arbre qui serait abattu, donc avant qu'il y ait toute polémique, un arbre mort en face de la mairie qui aurait besoin d'être abattu début de semaine prochaine, c'est ça? Oui, c'est juste pour préciser qu'on a un arbre qui malheureusement est mort. On ne peut pas dire décédé pour un arbre, donc mort. Et donc nous avons décidé il faut l'abattre. La rue sera fermée devant la mairie normalement mardi matin. Ça devrait durer en 2 grosses heures. Merci. Donc, je vois que Katia rigole. Bon, voilà, vous avez l'information. Donc, l'ordre du jour étant épuisé, je lève la séance. Merci et bonne soirée.